Bonjour, bienvenue sur Vesper. On part à la rencontre d'aventuriers, d'hommes incroyables qui ont prévu de réaliser en septembre 2023 un tour du monde sur un bateau mythique, le Neptune, qu'ils sont en train de retaper pleinement, pour réaliser la course de l'Ocean Globe Race, qui est en fait la course mythique de la Whizbread, qui a été créée il y a 50 ans, et qui est une course totalement hors norme, puisqu'on parle d'un tour du monde qui va durer environ 8 mois, en 4 grosses étapes, en équipe et sans GPS. Donc on est sur une navigation totalement à l'ancienne. C'est une course risquée, c'est une course ambitieuse, sportive, avec des marins certes pas professionnels aujourd'hui parce qu'ils travaillent tous, ils font tous ça juste par passion, mais c'est une course qui se veut une aventure humaine, puisque dans l'équipe, il y aura une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, et l'enjeu est juste simple, faire connaître, faire savoir et gagner avec Parkinson. Je vous laisse écouter cet échange qui a été un moment incroyablement privilégié pour moi. Partir à la rencontre de Tanguy Frey, Daniel Gilles, Bertrand Delhomme. Et vous allez voir, ces mecs-là en ont. Allez, je vous laisse écouter. Bon, une aventure et un Vesper totalement hors norme aujourd'hui, comme je les aime. Hors norme parce que le projet est hors norme. Des aventuriers. Alors moi, c'est un Vesper hors norme parce que d'habitude, je suis en face-to-face, one-to-one. Et là, j'ai 3-4 personnes devant moi qui forment un collectif en fait, d'hommes engagés qui partent pour faire le projet, peut-être le projet d'une vie d'ailleurs. Et puis, un spot de fou. Et là aussi, c'est un Vesper un peu hors norme. Avant de rentrer dans le détail de qui vous êtes et de quoi on va parler, Tan, où sommes-nous ? Eh bien, nous sommes au chantier Infinity à Baden, au Parrain, qui est un magnifique chantier qui a été construit dans les années 70 par la famille Le Borgne. Mmh. Et nous sommes particulièrement dans les vieux hangars en bois, où on peut dire qu'il y a une des plus belles collections de bateaux en bois. Là, évidemment, on est en été, les bateaux sont à l'eau, mais une des plus belles collections de bateaux en bois de Bretagne Sud. Bon. On le verra sur les photos un peu, on est vraiment parmi les bateaux, parmi effectivement de magnifiques bateaux. Et pas très loin de nous, il y a un bateau qui nous tient aujourd'hui particulièrement à cœur parce que c'est le Neptune. Alors, Tan Frey, philanthrope. Daniel Gilles. Alors, Daniel Gilles, qui en a fait 2 des étapes, et on va dire de quoi après. Bertrand Delhomme, donc, qui a une devise, qui ose vivra. Bon, on parlera bien dans le micro. En fait, on est ici dans ce Vesper pour parler d'un projet de fou. Un tour du monde à la voile dans des conditions d'une course mythique, la Whizbread, pour fêter finalement aussi les 50 ans de cette course. Et parce que vous avez eu le projet fou de refaire avec un bateau qui l'a déjà faite, cette course en 2023. C'est une course, un tour du monde, en étapes, 4 grosses étapes, en équipage, sans GPS, dans des conditions de navigation à l'ancienne, et sur un bateau qui est en train de se refaire complètement, puisqu'il vous l'avez convoyé en début d'année, dans des conditions, j'ai compris, un peu sportives, depuis les Antilles. Première question, qui a eu l'idée ou l'envie de faire cette course ? Ah, on me montre du doigt. C'est Daniel. Alors, Tan. Alors, on m'a dit quand même dans l'oreille que Tan est vraiment Tanguy Frey, donc vantais, qui travaille sur Vannes. Tu pourras expliquer un petit peu ton parcours, mais tu portes ça en toi et tu as envie de cette course depuis très longtemps. J'ai envie de cette course depuis 1973, où j'étais sur les bancs de l'école et où je regardais les grands partir. Et sur la première Whizbread, qui était vraiment une course d'aventurier. Et pour moi, faire un tour du monde en course, c'était un rêve inaccessible. En plus, j'étais trop jeune, puisque j'avais 16 ans. Et puis après, j'ai fait des études beaucoup trop longues. Donc du coup, c'est à 65 ans que je me suis réveillé. D'accord. Et donc, j'ai entendu parler de l'OGR il y a maintenant 1 an et demi. Oui, parce que
on parle de la Whitbread parce que c'est la course mythique, mais la course que vous allez faire, c'est l'Ocean Global Race 2023, qui est une course qui a été créée en souvenir pour le cinquantenaire de la Whitbread, puisque la Whitbread ne s'appelle plus la Whitbread, elle s'appelle la Volvo, et qu'en plus, elle a évolué, puisque maintenant c'est une course de monotype, les Volvo, et quasiment de professionnels. Et donc on renoue avec un peu la tradition de l'époque, c'est-à-dire des équipages amateurs qui se lancent sur une course qui est considérée comme une des plus dures du monde. Ah bah, oui, ça je l'ai bien prévu. Et j'aime beaucoup la façon très humble dont c'est exprimé. Daniel, il y avait quand même, pour la petite histoire, toi, on se tutoie, c'est plus simple. C'est pas anecdotique d'être de retour sur ce bateau. Peut-être ou peut-être pas, ce sera à toi de voir si tu participes aux étapes, mais parce que tu l'as faite déjà cette course. Moi, il m'est en gros arrivé ce que Tan vient de dire. Il rêvait de la faire et moi, je rêvais de la faire pour 77. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'étais au journal Neptune que je dirigeais, et puis en 73, la première Whitbread a eu lieu. Moi, j'ai fait partie d'un équipage de critères et finalement, je n'ai pas couru, mais ont couru à bord de ce critère Bernard Deguy. Et Bernard Deguy qui a fait sur critère, mais également sur Penwick, qui a fait à partir de Cape Town, qui a navigué sur cette deuxième Whitbread à bord de Penwick 6 de Tabarly. Et donc 4 ans après, ça a germé dans notre tête. Cette première course nous a donné envie de faire notre propre projet, et donc on a fait dessiner, construire un bateau qui est le bateau dont on parle actuellement, voilà, qui s'appelle Neptune. C'est ça, ouais. C'est là où je voulais en venir, c'est que ce bateau, c'est une véritable histoire et il a été conçu pour cette course. Il a été spécifiquement conçu avec les enseignements de la première de 73, donc l'architecte français André Mauric, qui était un Marseillais, un architecte exceptionnel parce qu'il avait déjà, il a conçu Neptune à 67 ans, mais il avait déjà fait plein d'autres choses. Okay. Et inspiré par cette première course où il avait déjà dessiné Penwick 6 et un autre bateau qui s'appelait RAF, on a dessiné Neptune à notre main complètement, quoi. 18 mètres 20 tonnes. On a estimé avec André Mauric en discutant qu'il fallait aller vers ce type de bateau, un mât, un sloop, donc un grand génois, une grande grand voile, et puis on a au fur et à mesure du temps qui avançait, un peu comme maintenant, là, on a conçu ce projet sans un rond au départ, et petit à petit, on est arrivé au bout. Ce qu'on vit actuellement là, avec Tan en juillet 22, on l'a vécu, nous, en 77. Quoi. Qu'est-ce qu'il doit avoir de particulier, ce bateau ? Parce que qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette course ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau ? Il est bien né. Ouais, il a été fait en Vendée, je crois. Ouais, il a été fait à Vic, chez Pouvreau, qui était un spécialiste des coques en aluminium. Ouais. Il est bien né parce qu'il est ni trop grand ni trop petit. Il est suffisamment large et bien conçu pour planer dans les mers du Sud. Donc c'est un des premiers bateaux qui a été conçu pour les mers du Sud, qui sont particulièrement... et pour marcher vite au portant. Donc c'est un peu l'ancêtre des bateaux modernes qui ont évolué après avec le carbone. Et il est particulièrement soigné au niveau construction en vue de cette course-là. Donc c'est un bateau qui est parfaitement né. Ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés particulières, je crois, pendant le Tour du Monde. Ils ont tourné en toute sécurité et très vite. Donc c'était le bateau à faire renaître. En plus, il a une autre particularité, c'est qu'en définitive, tout le monde le connaît. Car à l'époque, avec son grand spi, avec la tête de Neptune, et il a été formidablement médiatisé par l'équipe de Neptune Nautis, dont le rédacteur en chef est à mes côtés. C'est ça, parce qu'il y a vraiment multicasquette chez Daniel. Oui, c'est-à-dire qu'on a créé toute une émulation de personnes qui a cru notre projet, un peu comme maintenant d'ailleurs. Ah oui. On a le journal de Point, le rédacteur en chef du Point, qui nous a beaucoup aidé, qui a été notre relais pendant la course, c'était notre QG en fait, qui relayait les nouvelles pour les familles. Et on a créé une vraie dynamique avec les annonceurs du journal Neptune qui nous ont aidés en publicité. Et il faut également dire que Bernard Deguy a pris un risque énorme, le skipper qui a fait construire ce bateau, parce qu'il a vendu une propriété de famille qui a pu permettre le démarrage de l'affaire. Okay. Mais autour de cette somme d'argent qui a généré la vente de la maison, on a construit autour de nous tout un
une émancipation de gens qui ont cru au projet, qui nous ont aidés, et on est parti vraiment dans les favoris, quoi. Toute une microsphère en fait qui est partie. Et ce bateau, il a même, c'est ce qu'on disait en off, il a fini 8e et il a gagné le prix du bateau Flyer. Oui, le prix du bateau le mieux tenu, en fait, au niveau de la propreté, du savoir-vivre. Et ça a fait très plaisir à Bernard de Guy, qui est très attaché à l'ordre à bord, à la mer. C'est un problème important, ça, la question d'être confortable à la mer et d'être bien tenu. Et il essaie de sécher son téléphone. Mais... Bon, on est en plein chantier, donc on vit les mouvements de chantier, les mises à l'eau des bateaux. Donc Neptune, ça veut dire dieu de la mer. Ça, c'est pareil, c'est une sacrée promesse des dieux de la mer. Mais finalement, c'est le bateau dans lequel vous croyez et qui vous amène demain à vivre cette aventure. Alors, racontez juste les étapes. On part en septembre 2023. Et on part d'où et à peu près, ça va être quoi la grande mécanique? Alors, la particularité, c'est que les étapes ne sont pas encore totalement connues. Donc, on va simplement parler de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la Whitbread. C'est plus simple. Très bien. Mais de toute façon, ça repose sur le même principe, donc on ne peut pas se tromper de beaucoup. Donc, logiquement, la course part d'Europe au mois de septembre. Ce sera peut-être d'un port français, peut-être d'un port anglais, mais je ne suis pas certain que les Anglais veuillent refaire la Whitbread. Donc ce sera probablement d'un port français. Et la première étape, c'est la descente de l'Atlantique Nord et Sud jusqu'à Cape Town. Et ça, c'est une étape quasiment incontournable qui a toujours existé quasiment dans toutes les Whitbread, sauf la 3e, je crois. Il y a eu à peu près 5-6 Whitbread, un peu plus? Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a eu un peu plus parce qu'elle s'est prolongée après. Elle a changé de nom, mais elle s'est prolongée. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la prochaine Volvo Race, c'est la Whitbread. Ok, très bien. Oui, Daniel. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que 73, c'est la première fois que ces bateaux-là vont dans ces mers-là. Avant, dans les grands 3 mâts qui ramenaient la laine, le nitrate, tout ça, les 3 mâts à voile. Après, il y a eu quelques grands solitaires connus, Chichester, des Slocum, des gens qui ont navigué seuls, qui ont défriché, mais pour la première fois, les Anglais ont eu le culot d'organiser une course dans ces latitudes sud avec des risques énormes, sans limite de descente de sud. C'est-à-dire que plus on est sud, plus les distances sont courtes en bas. Mais plus on descend et plus on prend de risques parce qu'on est dans de très gros temps. Et après, on arrive dans les glaces carrément. Donc au début, c'est ça qu'il faut comprendre. 73, c'est des pionniers, c'est des gens qui ont pris tous les risques. Et nous, en 77, à la 2e, on avait déjà les enseignements de la première. Ok. Mais alors, par exemple, c'est quoi la différence avec un Vendée Globe où on fait aussi le tour du monde? Alors, hormis, je dirais, les GPS et tout ça, mais je veux dire, dans le parcours. C'est le même parcours. C'est le même parcours. Sauf que le Vendée Globe est une course en solitaire sans étape. Ouais. Donc, ils partent des Sables d'Olonne, ils reviennent aux Sables d'Olonne et ils ne s'arrêtent pas. Et avec des bateaux plus rapides. Là, la grosse différence, c'est qu'il y a 4 étapes et que c'est des courses en équipage. Donc, la deuxième étape, puisque je reviens un petit peu sur ce qu'on disait, donc c'est Cape Town, Auckland ou Sydney. Donc ça, c'est la traversée de l'océan Indien entre le 40e parallèle et le 55e parallèle, en gros. Comme disait Daniel, en dessous, il y a des risques d'iceberg. Donc, en principe, c'est dans les règlements de course de ne pas descendre trop bas. Et stop Auckland ou Sydney. Puis redépart pour l'Amérique du Sud. Donc là, c'est l'étape du Cap Horn. Donc on descend directement aussi sur les 50e, 55e ou 60e jusqu'au Cap Horn, qu'on laisse à bâbord, c'est-à-dire dans le bon sens. Et avec une remontée sur l'Amérique du Sud qui peut être Rio ou Montevideo ou une Argentine ou Brésil. Et la dernière étape qui est le retour en Europe. Ces étapes. Donc, juste pour préciser, là, quand je vous dis que c'était des pionniers, Penduxis en 73, la première Whitbread, avait un bouclier en acier qui ceinturait l'arrière du cockpit. Parce qu'on pensait à l'époque qu'il y aurait des déferlantes qui pourraient monter à bord et tout détruire. Donc petit à petit, on s'est rendu compte que c'était des bateaux légers, finalement, par rapport au cargo, par rapport à tous ces bateaux lourds, et que leur défense était d'être légers, qu'ils pouvaient fuir dans la tempête. Et ce bouclier a été mis à la mer
Avant d'arriver en Australie. Avant d'arriver. Donc Tabarly a décidé que ça servait à rien. Ok. Mais au départ, on savait pas et on est parti. Il voulait protéger son équipage. Ok. Donc c'est ça, on part en équipage, environ combien par étape? Alors sur Neptune, traditionnellement, c'est 10 personnes par étape. Ok. Qui sont répartis en 2 bordées de quart. Les bordées de quart, c'est 5 personnes. Sur Neptune, les skippers et les navigateurs n'étaient pas hors quart. Et nous, on va faire pareil, de façon à ce que, en fait, il y ait une véritable communauté. Les quarts se font tous les 4 heures, donc on tourne à 5. Et en fait, on peut considérer qu'un quart, c'est un équipage autonome qui fait marcher le bateau à fond de ses possibilités. En compétition avec l'autre quart, en sachant que c'est une compétition amicale, mais que ça se tire la bourre quand même sur le bateau, ça se challenge un peu. Ça aide à marcher, quoi. Parce que ça se challenge un peu. Donc en gros, il y a 2 patrons à bord, il y a le skipper et puis il y a le chef de quart du deuxième quart qui a aussi un rôle très important parce qu'en fait, il co-skippe le bateau et il participe aux décisions. Il y a 2 choses qu'on peut dire qui sont anecdotiques, mais le quart, il va soigneusement noter combien il a fait pour voir si le quart suivant. Et deuxièmement, en pleine nuit, les gens bien élevés font très attention à la façon dont ils vont laisser le bateau quand ils vont dormir. C'est-à-dire les écoutes à leur place, les drisses à leur place, le tangon rangé, parce qu'on circule la nuit dans un trou noir colossal, sans lampe électrique, sans rien. Donc c'est presque de la politesse que de faire ça avant de rentrer dormir. Une formidable lampe. Maintenant, il y a des lampes, et nous, on n'avait rien du tout. Pour le rallye des gazelles, on avait nos frontales jour et nuit. Oui, mais enfin, là, on revient un peu en arrière, mais sur les Penduic, il n'était pas question d'avoir de la lumière, parce que Eric était le premier à hurler dès qu'il y avait de la lumière, parce que ça éblouit les gens. Donc, il n'était même pas question d'avoir une lumière. Donc, il fallait y aller à tâtons. Alors, on a ça, on a des étapes à peu près d'une 40aine de jours. À peu près. Ça dépend à quelle vitesse on marche. Bon, ça c'est clair. Et quand même, l'autre histoire, c'est qu'on part sans GPS. Oui, ça c'est un petit peu anecdotique, mais c'est une particularité de cette course-là. Je pense que c'est discutable. Mais pourquoi tu dis que c'est anecdotique? C'est quand même. Parce que je pense que c'est pas. Oui, mais je pense pas que ce soit le fondement de cette course-là. D'accord. Au niveau qu'on fasse la navigation avec des outils modernes ou anciens, je pense que la seule vraie, je dirais, question, c'est de savoir si on est capable, si on va avoir le droit et qu'on est capable de recevoir des météos fiables. Oui, c'est ça. J'allais dire rien que pour la météo. Oui. Mais la météo, c'est vraiment, je pense, le point crucial. Le point au sextant ou au GPS, je pense que il y a plusieurs moyens de faire le point. Oui. L'entraînement au sextant, une fois que les gens sont très, très entraînés au sextant, ils font des points très précis. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la météo, tout de même, c'est aujourd'hui ce qui peut vous faire des choix, j'imagine, stratégiques. Et sécuritaires. D'accord. Ok, donc ça, c'est quand même... en ça, c'est une vraie aventure. En ça, c'est une vraie aventure. Mais je pense d'après l'organisation, on aura quand même le droit d'avoir des météos quotidiennes qui seront suffisamment précises pour ne pas prendre de risques inutiles. C'est quand même un point très important parce que y a 2 choses. Comme pour gagner, il y a 2 choses. Il faut aller vite, mais il faut aller vite dans le bon sens. Et la navigation à bord, dans cette course-là, est fondamentale, quoi. Elle a une énorme importance en Atlantique pour la première et la 4e étape, moins pour l'étape du Sud où c'est plus faire marcher le bateau parce qu'on est régulièrement vent-arrière. Mais dans l'étape de l'Atlantique, le navigateur à bord a une responsabilité énorme. Pour la performance. Vous êtes là-bas pour gagner. Oui, on n'est pas là. Pas là pour se balader. Non. Bon, cette aventure de fou, c'est un projet sportif, un projet peut-être d'une vie. C'est aussi un projet pour parler de la maladie et pour parler de la maladie de Parkinson. Et là, Bertrand, toi, tu as fait ton apparition auprès de la team récemment. Il y a déjà un moment que vous vous êtes connectés tous, puisque toi, tu portes aujourd'hui, tu es porteur de Parkinson. Oui. Depuis quelques années. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ouais, en fait, comme on ne peut pas définir vraiment les choses, j'avais d'autres symptômes qui ont couvert la maladie, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça a été en tout cas diagnostiqué par DaTscan. Ça y est, c'est acquis. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Tu es un marin. Oui. Tu es même arrivé en bateau.
Oui, je suis même tombé à l'eau. T'es même tombé à l'eau. Bon, il va falloir éviter de tomber du Neptune à l'eau. Voilà, tout à fait. Donc j'ai pu tirer quelques... maintenant ou jamais. Ouais, voilà. Et l'histoire quand même, c'est que tu te greffes à l'équipage. Oui. Pour les 4 étapes. Et pour tous ensemble évoquer et utiliser ce vecteur quand même qui va être, c'est fort, on va parler de tout ce qui se passe autour du Neptune et de l'aventure, mais pour parler de la maladie de Parkinson. Exactement. L'idée, c'est quoi pour vous tous là ? En fait, c'est un peu pour bousculer tous les a priori que le grand public a sur cette maladie, à savoir qu'actuellement, la maladie de Parkinson, c'est une maladie de vieux, ce qui est archi faux. Bon, je pense pas être trop vieux. Non. J'ai les cheveux blancs, mais ça c'est acquis aussi depuis 36 ans, donc c'est comme ça. De vieux tremblants, et puis ça dégénère sur des choses un peu moins... c'est comme ça, mais c'est le grand public. Parkinson, c'est une maladie connue, mais très mal connue. Ouais. On connaît le nom, mais on ne sait pas bien comment ça... Voilà. Quels en sont les premiers symptômes et comment ça évolue. Voilà, tout à fait. Et puis quoi en faire peut-être même ? Ouais, quoi en faire disons que ça, on ne choisit pas quoi en faire, c'est elle qui choisit comment elle va nous traiter. Ce que l'on peut faire, par contre, c'est essayer de contrer le plus possible l'emprise qu'a cette saleté sur la vie. Il faut pas hésiter à se bouger, il faut avoir des choses... Des projets. Moi, quand je dis quoi en faire, c'est parce qu'il me semble avoir lu dans les formidables textes qui sont écrits et sur le dossier que vous m'aviez transmis et sur le site, et je mettrai tous les liens à l'issue du podcast, mais j'invite vraiment tout le monde à aller sur le site parce qu'il est superbe, il est vraiment très bien fait, votre site web. Que c'est gagner avec Parkinson et pas contre. Non. C'est ça en fait. Oui, on ne peut pas aller contre Parkinson de toute manière. C'est une maladie qui est donc neurodégénérative qui à l'heure actuelle ne peut pas se soigner. Il n'y a pas de remède. On peut ralentir un peu ? On peut ralentir, on peut mettre des patchs, on peut contrer les effets. Alors ça va être, moi pour l'heure actuelle, j'en suis simplement à la médication simple. L'évolution, c'est faire une neurostimulation profonde et puis en fait l'équipe Neptune me permet moi de me projeter pour contrer cette maladie et de passer 7 ans voire plus relativement calme, juste avec ma petite médication tranquillo. C'est ça, parce que c'est des seuils de 7 ans en fait, voilà. quand on ne connaît pas la maladie, de phase en fait. Voilà. Ok, d'accord. C'est-à-dire il y a la première phase où on pose le diagnostic, et après il y a cette fameuse phase de 7 ans qui est justement appelée la lune de miel, c'est très joli. Hein, et donc pendant cette lune de miel, c'est une période où on est relativement... simplement une petite médication, enfin une petite, ça dépend des personnes. Moi je vais m'en tenir à une simple médication qui permette de pallier les inconvénients de... Et qui te permet de faire partie de l'aventure comme équipier. Tout à fait. Et de faire toutes les manœuvres qui vont bien. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés ou connectés ? Comment ça s'est passé ? Ah, ça c'est un... Il faudrait presque plus de temps. Comment ça s'est passé ? Disons que quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, j'avais en mémoire ma grand-mère. Ma grand-mère a eu Parkinson il y a 40 ans et j'avais la déchéance morale, enfin physique et morale de cette personne qui est un être cher. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? J'ai un passé de maladie, il est ce qu'il est, il est assez lourd, c'est la vie qui veut ça. Et là-dessus, il y a Parkinson qui arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te recroquevilles, tu restes dans ton coin, tu broies du noir, tu ruines la vie encore plus de ta famille, tu vois plus d'amis. Ça, c'était pas ton concept, tu t'es dit, on avance. Ouais, pendant une semaine, ça a été mon concept parce que c'était quand même un bon coup de poing dans la figure, un uppercut. Pendant une semaine, et puis après, on se dit, on va faire avec. Et puis il y a la famille, il y a les petits-enfants, il y a les amis, voilà, on y va. Et la rencontre ? Et la rencontre, donc je me suis lancé pour... au début, je voulais faire une mini-transat. Donc je me suis lancé là-dedans et puis il s'est avéré que la mini-transat, c'était un petit peu trop... Déjà, ma famille ne voulait pas parce que c'était en solitaire. Oui, donc... voilà. Donc après, j'ai démarché l'organisateur de l'OGR.
Ok. Je me suis présenté, j'ai dit voilà, j'ai Parkinson, j'ai 58 ans, à l'époque j'avais 58 ans, j'ai Parkinson, j'aimerais faire l'OGR. Ah bon, il me répond oui, pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème déjà parce que les organisateurs anglais, on peut se dire, après ils vont peut-être dire oui, question santé, ça risque de... Là, tout était clair dès le départ. J'ai donc eu le nom des 7 bateaux français qui participaient. Ok. Pourquoi je me suis limité aux Français ? Parce que j'aime bien les Français, je suis français. Et j'en suis fier. Ouais. C'est rare de ces temps, mais enfin, j'en suis fier. Et donc, j'ai donc démarché les 7 bateaux. Sur les 7 bateaux, il y a eu 4 réponses. Sur les 4 réponses, il y a eu une réponse oui, peut-être. Il y a eu 2 réponses positives. Et sur la réponse positive, ça a matché avec Tanguy. Pourquoi ? Parce que déjà, quand j'ai reçu le mail parce que le mail de réponse, je vois via Iridium, je lui dis qu'est-ce que c'est ce machin ? Ça y est, je me suis fait encore pirater. Et je ne savais pas, c'est que Tanguy était en train de convoyer Neptune, il était en plein milieu de l'Atlantique. C'était en début d'année là ? Ouais. C'est au mois de janvier. Ouais. Au mois de janvier, ok. Il convoyait donc Neptune et puis il me dit il m'a demandé des renseignements médicaux, on a échangé 2-3 mails et puis il me dit pour moi c'est bon mais on va quand même se voir à terre quoi. C'était mieux. Ouais, c'était mieux. Hein. Et puis donc je suis allé, c'était un mercredi soir me semble-t-il, dans la semaine. Une fois qu'il est début février, on s'est rencontrés un soir et puis là il n'y a pas eu de problème. Mais ça vous a parlé surtout, enfin je veux dire à un moment donné c'est aussi une histoire propre et c'est aussi l'histoire du groupe. Ouais. Après, c'est ça ce qu'il faut dire. Il s'avère que moi je suis de profession médicale et je suis en fin de carrière. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué un peu dans le site et dans la plaquette de présentation. C'était une manière, le fait d'être sur un projet humanitaire, c'était une manière élégante de terminer ma carrière de médecin. Mm-hmm. Et j'avais déjà eu cette idée-là concernant l'ophtalmologie, puisque je suis ophtalmologiste. Mais en fait, je n'avais pas trouvé de sujet. Ok. Et quand Bertrand m'a envoyé ce mail, j'ai tilté parce que j'avais eu j'ai eu dans ma famille des patients très proches atteints de maladie de Parkinson. Et là-dessus, ça m'a énormément interpellé. Et j'ai dit banco. Ok. Et ça faisait résonance vraiment. Ouais, ça a résonné. Et puis je me suis dit, là, c'est vraiment pour moi un projet formidable, quoi. Très ambitieux, humain. Et donc qui prenait peut-être un vrai sens global. Qui prenait un sens et qui me permettait d'allier quand même ma vocation maritime et ma vocation médicale. Et après, petit à petit, c'est devenu quand même notre projet phare. Ça s'est construit. Et ça s'est construit avec tout le monde. Et quand j'ai présenté Bertrand à l'équipage, puisque en fait, l'équipage, tous les membres de l'équipage se connaissent plus ou moins bien, assez bien. Mm-hmm. On navigue quand même ensemble depuis assez régulièrement. Et quand Bertrand a rejoint le groupe, ça a matché. Il s'est présenté, il y a eu beaucoup d'émotions dans sa présentation qui s'est dégagée. Et je pense que ce jour-là, les gens, ils ont appréhendé le projet. Et pour eux, c'est devenu un vrai projet, un projet important. Ouais, c'est ça. En fait, au-delà de la navigation. Bien sûr. Là, vous êtes arrivé dans une autre dimension, finalement, qui apportait du sens à chacun et qui apportait encore plus de sens au collectif, voire même. Ouais. C'est ça. Ça a créé peut-être une cohésion de groupe encore plus forte. Oui, je pense que c'est vraiment un très bon moteur. Le deuxième moteur, c'est la remise en état du bateau qui nous anime, puisqu'en fait, on est une équipe pluridisciplinaire et technique, et qu'on y met tous d'une autre, avec des gens talentueux dont c'est le métier. Donc, on a deux gros moteurs. C'est le moteur d'avant, sécurité. D'ailleurs, ils se rejoignent parce qu'en fait, la sécurité du bateau va amener... pour l'équipage, la sécurité des des hommes et un peu de sérénité. Et la sérénité du projet aussi. Et des gens qui vous entourent. aussi. Non, mais enfin bon, vous évoluez quand même dans tout un système. Oui. Il faut quand même, parce que là, c'est beau, mais vous avez vos vies. Vous êtes des entrepreneurs ou des pères de famille ou enfin, grands-pères. Voire grand-père. Oui, moyenne d'âge 45 ans du projet. Moyenne d'âge 45 ans, les plus vieux ont 65 ans. Ok. Mais oui, mais c'est ça la transmission aussi et la dynamique et c'est très transversal.
Vas-y, Daniel. Alors, moi, je ne veux pas plomber Tu veux plomber la moyenne non, je veux pas d'âge plomber le débat, mais quand Anne dit qu'il faut adapter le bateau à cette course et également la présence de Bertrand, rappel malheureux, il y a eu 3 disparitions la première Whizbread. Il y a un type absolument charmant qui était adoré de tout le milieu, qui s'appelle Guillet, qui est parti à l'eau en océan Indien. Et ensuite, il y a eu 2 équipiers anglais. Donc, faut pas rigoler, quoi. Mais il y a moyen d'y arriver. Attention, je dis pas ça pour. Non, mais c'est des courses. Des éléments que vous considérez forcément. Oui, et puis c'est ça qu'on va chercher. On va chercher pas de la difficulté, mais on va chercher à réaliser des choses qui sont un peu exceptionnelles. Je parlais d'hors norme, mais c'est un peu hors norme. Je parlais de projet d'une vie. C'est un peu comme ça que vous le vivez aussi. Toi, Tan, par exemple. Projet d'une vie, peut-être pas, parce que le projet d'une vie, si on n'a plus de projet dans la vie, est-ce que la vie est là? Je sais pas. Ça j'ai pas eu de bonnes notes dans le passé pour philosopher là-dessus. Mais c'est un gros projet, oui, effectivement. C'est un projet, c'est inespéré pour moi déjà. C'est quelque chose. Depuis que j'ai ce projet, c'est bien simple. Ma famille ne me reconnaît pas, mes amis non plus. Elle a des pouvoirs magiques, cette aventure. Ouais. Le Grand Sud, c'est les albatros qui viennent à moi. Je sais pas où moi qui viens. En restant les pieds sur le bateau, hein, mais c'est vrai que c'est. Tan, toi, c'était un target peut-être, un objectif. Moi, c'était un target d'aller dans le Grand Sud et de naviguer dans ces eaux-là. Le faire en course, c'est l'apothéose, mais le projet humain, pour moi, il est fondamental. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train de prendre, je pense, le dessus sur tout le reste. Je pense que le projet humain, avec cette équipe pour laquelle j'ai énormément de respect et d'estime, avec Bertrand, je crois qu'on va faire un truc qui est totalement exceptionnel et on a vraiment envie aussi d'aider les autres et de leur montrer qu'on est capable de lutter tous contre ces maladies, le vieillissement et que, en fait, qui ose vivra, ça veut dire faites des projets, réalisez-les, battez-vous pour les réaliser. Rien n'est impossible, il faut déjà y aller. Et parler des maladies, c'est aussi faire sortir de situations parfois très isolées ou des personnes très isolées et juste leur faire comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'on peut ou trouver sur des aspects très médicamenteux ou alors par d'autres moyens des solutions pour faire que la vie soit un peu plus souple. C'est un message aussi pour les malades évidemment, mais pour les accompagnants, parce que les accompagnants on les oublie un petit peu, mais c'est le répit dans pour les eux. Maladies, voilà. Dans les maladies, le répit de tous, pour tous, c'est la clé. Voilà. Ça, c'est évident. Et parler du répit, faire bouger un peu les lignes aussi sur la perception de la maladie, bouger les lignes dans tous les sens, y compris auprès des instances, lever les tabous, c'est ce que je disais, c'est pas des sujets très sexy la maladie, et pour autant on voit qu'il y a quand même un écho, parce qu'autour de nous on est tous un peu touchés, et qu'on a tous besoin de solutions. On parlait de l'inclusion, là vous êtes typiquement dans cette situation, quand vous parlez du Neptune, de l'aventure, c'est de l'inclusion, de par tous vos environnements, enfin vos origines et vos professions. Tu parles d'une team, Tan, où vous êtes tous avec des profils un peu différents mais complémentaires. L'inclusion avec toi, Bertrand. Et là, déjà, vous réussissez quelque chose d'énorme. Justement, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes tous en mode projet, là. Vous vivez ça comme une mini-entreprise. Oui. Bah oui. On est en mode projet. Bah, vous êtes en mode projet. On est dans une démarche et dans des protocoles projet, oui. Exactement. Il faut trouver des budgets. Il faut trouver du budget, il faut mettre en place des travaux, et après, il faut mettre en place une équipe. Voilà. Et après, il faut s'entraîner. Bon, je sais que vous faut quand même qu'on le dise, mais globalement, vous vous entraînez, vous vous connaissez en nav sur l'Hispania. Vous êtes déjà un groupe, vous naviguez déjà. Enfin, vous débarquez pas, quoi. Il faut quand même être très clair. Non, c'est pas de l'amateurisme. On navigue aussi vous n'êtes pas des marins pros, mais vous n'êtes pas des amateurs. Mais on navigue aussi sur d'autres bateaux. Sur d'autres bateaux, tous.
Ouais, ok. tous. Vous êtes accompagné de personnes qui l'ont fait, donc il y a des transmissions, j'imagine, d'expertise, d'expérience qui sont faites. Daniel, c'est ça ta force aussi, toi, aujourd'hui. C'est de faire gagner du temps. Non, moi, c'est pas moi de le dire. Moi, c'est pas moi de dire que. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir si je peux être utile et passer les connaissances, c'est quand même fondamental de pouvoir communiquer des expériences qu'on a vécues. Hein, même technique sur et la pour revenir conception du à bateau. l'opération Parkinson, moi, je pense que ce projet, il a complètement changé de dimension. En 2022, on ne peut pas partir le nez au vent comme ça en disant on va faire le tour du monde pour se faire plaisir. Ça donne du poids, ça donne un poids énorme à l'action qu'on va mener. Ça responsabilise les gens qui sont à bord. Ça fait plaisir, un immense plaisir, mais c'est pas un plaisir gratuit, quoi. Et ça donnait beaucoup de corps que notre ami soit là, ça donnait beaucoup de corps au projet, quoi. C'est évident. Hein. Comment on met en place justement ce plan d'action et cette gestion de projet ? Il y a un pilote projet, vous avez fait, je sais pas, des équipes de com, de bateaux, de préparation, comment vous travaillez là-dessus, Comment on travaille parce là-dessus ? que vous avez tous des jobs à côté quand même. Hein. Oui, on a tous des jobs à côté. c'est la base là. On a une équipe. Alors, on a 2 permanents qui travaillent sur le bateau. Donc, un chaudronnier et un préparateur de bateau. D'accord. Donc, eux, ils travaillent quasiment à temps plein sur le bateau. Ils sont auto-entrepreneurs. Ok. Ce sont des gens qu'on connaît depuis longtemps et en qui on a une grosse confiance. Après, on a un architecte qui est Erwan Gourdon, qui fait partie du cabinet Conc, qui est professionnel, mais qui donne de son temps. Okay. Et donc le chef de projet sur le plan technique. Autour d'Erwan, il y a une équipe pluridisciplinaire de gréeurs, fabricants de mâts, voiliers et accastillage. Donc là, l'équipe technique, elle est vraiment bien structurée. Moi, je suis tout le temps en rapport avec l'équipe technique, évidemment, surtout que c'est mon truc, j'aime bien ça. Après, on a une équipe financière qui s'occupe de la gestion. Alors, vous cherchez le budget de la course, là, que ce soit sur la partie, je dirais, bateau, inscription, c'est quoi l'enveloppe ? Alors, on est parti sur une enveloppe d'à peu près 800 000 euros pour l'ensemble du projet. Ok. Les 800 000 euros, ils sont distribués en 2. Il y a la partie remise en état du bateau qui fait le bateau est classé d'intérêt patrimonial, il n'est pas classé monument historique, mais comme tous les bateaux d'intérêt patrimoniaux, il a droit au mécénat, aux déductions fiscales, et surtout il a un intérêt de conservation qui est important. Donc en gros, il y a un budget de 400 000 euros pour le remettre quasiment à neuf, et ça comprend moteur neuf, restructuré, enfin tout ce qui est travaux de structure, mât, voile, aménagement intérieur. Parce que ce bateau, il était dans les Antilles et qu'il servait plus à de la plaisance. Il servait à faire du charter, mais il avait été sauvé et maintenu par une équipe de copropriétaires qui avait réussi à le sortir d'une faillite et qui n'avait pas forcément les moyens de le remettre en état, en tout cas pas pour une course. Donc là, c'est une chance, quoi. En gros, ce bateau, vous ne l'avez pas acheté ? Non. Mais par contre, il est à votre disposition et la remise en état, c'est l'assaut qui doit le faire, quoi. Voilà. C'est ça. En fait, ce bateau, on ne l'a pas loué. On a signé un contrat d'affrètement avec une mise à disposition du bateau jusqu'en 2024. Pour faire la course. Et en contrepartie, on s'est engagé à remettre le bateau en état et à le réhabiliter. D'accord. Voilà. Donc ce budget-là pour la partie bateau, et après il y a. Après il y a un budget fonctionnement qui s'appelle donc avec une autre asso qui s'appelle Neptune. Alors la réhabilitation du bateau, c'est Neptune en Morbihan, parce qu'on part du principe que c'est un projet qui est très morbihanais avec équipage et sur le bateau. Après, il y a un projet, il y a une association qui s'appelle Neptune autour du monde, qui est chargée de gérer le projet de la course dans sa totalité. Donc l'inscription. Ce qu'il faut dire, c'est que l'inscription, c'est déjà 50 000 euros. 50 ? Moi, j'ai vu 150. Non, 50 000 euros. Sauf si on a un sponsor, ça double. Alors, alors c'est ce que j'ai compris. C'est dans le règlement. Mais il y a un peu de cash machine. Il y a un peu de cash machine. Donc, pas de gros, quoi. Ils vous en appellent à plein de petits ou plein de moyens, mais pas de big. Du soutien, du mécénat.
Ce qu'il faut dire, donc, intérêt général, mécénat, 60% des fiscs. C'est ça. On est bien d'accord. Hein. Et puis, je pense que c'est bien dans l'esprit de la course qu'on n'est pas dans de la voile commerciale. Ouais, c'est clair. Le bateau ne sera pas estampillé de manière commerciale, volontairement, parce que c'est un bateau qui est BIP et qu'en plus, on a envie de lui laisser son intégrité par rapport à ce qu'il a été et pour lequel il a été construit. Et on rappelle que c'est les 50 ans de la course, donc vous êtes aussi dans le clin d'œil, c'est au-delà du clin d'œil, mais on est vraiment là pour boucler. Ok. Et c'est le cas de le dire. Donc, on est en train d'étudier un nouveau design pour moderniser la silhouette du bateau, mais pour qu'il reste quand même... Dans son âme, dans son ADN. Dans son ADN. Et puis, donc ça, c'est le bateau. Donc, Neptune, donc l'inscription, les frais de vie, la maintenance, quand même, dans les étapes, de façon à ce qu'on puisse caréner, réparer. Parce que les étapes servent à ça. J'imagine qu'on a du dégât pendant. Oui, et puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est faire venir notre équipe de maintenance, c'est-à-dire nos permanents qui connaissent parfaitement le bateau, pour éventuellement détecter les problèmes. Ça se paye, ça se paye. Et puis après, il y a des frais de transport. Et puis, il y aura des frais d'habillement qui ça paraît idiot, mais on a fait des calculs de budget. L'habillement sur une course comme ça qui est extrême, c'est très important parce que il faut que les gens aient chaud et soient dans des conditions difficiles à l'aise, quoi. Et donc, il faut qu'on arrive à financer ça de façon à ce que tout le monde ait les mêmes tenues et qu'il n'y ait pas de disparité entre les équipiers, ce qui pourrait arriver en fonction des moyens de chacun. Oui. Donc ça, c'est vraiment préservé, qu'on soit tous dans les mêmes dispositions. C'est que tout le monde ait les mêmes éléments de survie. Et puis, je dirais, l'homme est quand même clé. Là, il y a le bateau qui va être votre dernier partenaire et un partenaire à part. Et après, un membre à part et après, c'est vous. Après, c'est nous. Donc là, c'est clé. D'accord. Voilà. Pragmatiquement, vous avez déjà bien avancé sur le budget. On a à peu près... alors en ce moment, avec Jean-Philippe d'Ancora, qui nous soutient beaucoup et on a nos deux axes. Là, on est en train de travailler de manière très sérieuse sur tout l'aspect rénovation. La région et le département, nos élus et puis nous donnent un gros coup de main parce que en fait, je crois qu'ils ont bien compris la diversité et l'intérêt du projet. Et on a beaucoup de chance parce que c'est un projet qui, depuis qu'il est parti, c'est-à-dire il y a environ 1 an qu'il est parti tout doucement, il a suscité de l'intérêt parce que justement il s'est structuré, il s'est développé autour d'un projet humain. C'est ça. Et ça, je crois que c'est devenu quelque chose de fort, quoi. Donc là, on est en train on a des partenaires et on est en train aussi de travailler avec la Fondation du patrimoine qui a accepté de jouer le rôle d'intermédiaire pour le mécénat. Donc on est membre de la Fondation du patrimoine et donc on a tous les quitus fiscaux et les récipes grâce à la Fondation. Ce qui fait que c'est un projet qui est crédible. C'est important. Alors ça veut dire que là, il y a aussi une dimension communication sous 2 angles. Communiquer pour parler, pour obtenir les fonds, pouvoir partir. Et communiquer pour parler aussi du projet social et humain du handicap. Comment vous mettez cette machine en musique ? On parle de Jean-Philippe qui est à nos côtés, dont l'expertise c'est, si tu veux prendre la parole Jean-Philippe, et qui du coup clairement ton cœur de métier c'est la com. Toi tu plonges dans ce projet pour les accompagner, les aider à vraiment donner la dimension et puis faire gagner du temps et que ça aille un peu plus vite. Ouais, effectivement, c'est de donner en fait donc le projet il existe, il est bien dans leur tête, l'équipage, la partie technique c'est bon, et moi je la mets en lumière en fait. Donc j'essaye de ressortir tout ça, de puiser tout ce que je peux, et ensuite de le diffuser au plus grand nombre. Donc ça passe par les réseaux sociaux, par tout un tas de messages que je vais adresser à des chefs d'entreprise, à des associations, pour embarquer le plus de monde possible dans cette histoire. D'accord. Donc l'idée c'est de vraiment de savoir de quoi on parle et de le retranscrire le plus simplement possible, mais avec cette dimension qui fait que le projet n'est pas un projet comme les autres. Ok. Tu mènes des actions clairement de communiqué de presse, tu as commencé à travailler aussi là, toutes ces actions-là. C'est un travail, il y avait déjà plein de choses qui ont été faites. Mais... Oui, c'est un travail de fond, effectivement. Et la première base, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait, quelle est la place de Parkinson à l'intérieur de ce projet. Quel est le message ? Tout à fait. Et donc c'est pour ça que dès le départ, on s'est dit ok, ce sera Neptune et il faut l'associer à Parkinson. Donc Neptune gagner avec Parkinson, ça a été la première base.
de cette chose-là, en tout cas en termes de communication. Okay. Et d'ailleurs, ensuite, ça va être dans un plan de communication qui est actualisé chaque semaine en fonction des actualités du projet. C'est de se dire, voilà, il y a plusieurs piliers de communication, piliers de contenu. On va parler du bateau, d'entraînement, mais aussi de Parkinson. Et à travers Parkinson, ça va être à travers Bertrand, les rencontres qu'il va faire autour de cette maladie, parce que lui-même embarque d'autres personnes dans cette aventure. Et toutes les grosses associations qui peuvent aussi nous donner l'impulsion, leur savoir-faire pour diffuser au plus grand nombre. Vous en avez besoin, clairement, aujourd'hui. Ouais. Vas-y, Tan. Je vais juste rajouter une chose. Il faut bien comprendre un élément essentiel de ce projet, c'est que on embarque Bertrand. Et il est pas, c'est pas un personnage mythique qui est trimballé autour de la planète sur un spi. C'est un être humain qui est volontaire, qui est déterminé, qui participe à un projet d'équipage et collectif et qui va naviguer autour du monde pour montrer aux autres qu'il faut se battre. Ça, je pense que dans le projet, c'est un élément qui est essentiel et qui, pour moi, est quasiment le plus important. Alors justement, moi, je me disais, est-ce que tout ça, ça va être avec un documentaire autour ? Je ne sais pas, vous créez, là, on est sur quasiment une année avant, à peu près. Vous documentez toute la préparation, qu'elle soit technique, vos échanges festifs et aussi recherche de sponsors, mise en place de la com, pour en faire un outil. Comment vous avez commencé à penser tout ça ? Vous construisez un documentaire pour la suite, pour après, pour intervenir ? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à faire avec ça. C'est une bonne question. Je pense que on ne note pas, on ne prend pas assez de notes. D'accord. Bon, mais ça, c'est parce qu'on est pris par nos vies et on est encore très actif. Ouais, c'est parce que ça reste un monde associatif. Oui, et bénévole, et totalement bénévole. Voilà, quand je dis associatif, c'est dans le sens bénévole et que voilà. Mais Jean-Philippe, je pense, prend beaucoup de notes. Documente beaucoup. Okay. Maintenant, on a eu Daniel, dont le métier est écrivain, écrivain et le scribe de métier, écrit aujourd'hui pour nous, mais je pense qu'il prend ses petites notes aussi de son côté, parce que je pense que ça le passionne, honnêtement, je ne me trompe pas. Ah oui, non, mais c'est absolument passionnant. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire de nombreux livres et j'ai écrit l'histoire de la Transat en solitaire, j'ai écrit l'histoire de la Coupe América. En revenant du Tour du Monde, j'ai envoyé un petit mot à tous les équipiers de tous les bateaux pour m'envoyer leurs 5 photos. On a fait un livre préfacé par Paul Guimard et il est évident que la somme de documents et d'informations qu'on a actuellement, il faut qu'on les conserve. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà beaucoup de notes. Et puis tout ça, ça va sortir à un moment aussi juste de vos poches pour pouvoir être diffusé et que ça touche un maximum de personnes, parce que finalement l'histoire c'est ça aussi. C'est ça. Hein, on est bien d'accord. Et puis bon, moi j'ai un espoir quand même qu'on arrive à faire un bouquin si tout se passe bien, parce que ce serait bien, sympa, mais plus centré sur l'expérience humaine que sur la course. L'aventure humaine, l'aventure. Mais il y a et puis on a été contacté par Laurent Cadoré. C'est Arnaud, Laurent Cadoré. Monsieur Cadoré. Oui. Qui doit me recontacter et qui avait une idée de faire un court ou un moyen métrage. Ben oui, parce que ça doit aller jusque-là. Centré sur le projet humain. Pourquoi pas un drone au-dessus du bateau qui pourrait vous faire des images incroyables de vos... Et si Laurent nous accorde sa vision des choses, je pense qu'on aura une formation exceptionnelle. Et ça vous donnerait un support formidable pour l'après, pour pouvoir poursuivre l'aventure d'une façon ou d'une autre, même si c'est plus sur le bateau et dans les mers, et dans les mers du Sud. Ce qui serait exceptionnel et bien, c'est que ça se termine en ce qu'on puisse utiliser le bateau pour le handicap, parce que ça lui donnera ses lettres de noblesse, ça le pérennisera et puis on pourra le partager avec d'autres gens qui en ont besoin. Oui, tout à fait. Et pourquoi pas faire vivre aussi des aventures et franchir des caps. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de j'emmène des personnes. Oui, j'emmène des personnes parce que ce soit, je pense à Caroline qui a monté un site là qui nous suit, donc qui a fait un livre et qui a monté le site Mission Parkinson. Je pense que c'est un site à suivre parce que il va y avoir beaucoup de choses là-dessus. Il y a Neptune, mais il n'y a pas que Neptune. Il y a la vie de Parkinsonien
Voilà, il y a la vie avec Parkinson. Que ce soit des gens comme Marc. Marc, c'était une personne que j'ai contactée tout à fait par hasard. Il m'a accueilli à bord et petit à petit, je reprends un petit peu confiance en moi à bord d'un bateau, parce qu'il faut dire que j'ai pas pratiqué depuis, on va pas se voiler la face, mais ça fait un certain temps. Et ça permet de... Il y a tout un tas de personnes que ce soit mon association, Andy Voile-Brest, tous ces gens sont là et sont permettent... portés par le projet et puis finalement portent aussi l'aventure. Amènent la pierre à l'édifice. On parlait de budget, il y a donc forcément la recherche de mécénat, d'entreprises privées, d'institutions, j'imagine aussi, et puis les particuliers qui veulent vous aider. Il n'y a pas de petits... Oui, c'est la fondation. Il y a un lien sur la fondation du patrimoine. C'est ça. On peut donner 1 euro symbolique, 5 euros. Tous les dons sont les bienvenus. Tous les dons sont les bienvenus. Et Neptune revivra. Bon. Comment on fait la gestion de l'absence quand même? Parce que pareil, très pragmatiquement, vous allez partir pour certains toute l'aventure, donc on peut quasiment dire 8 mois, je crois. Pour d'autres par étapes. Enfin, on a des vies à côté. Comment on gère l'absence? Comment ça se prépare, ça s'anticipe? Ça s'anticipe et on va refaire une réunion en septembre, donc ce sera J-12 quoi. Ouais. Pour savoir comment est-ce que chacun appréhende les choses. N-12, pas J-12. N-12. Ah oui, j'ai compris J-12. Non, J-12. Ah oui. Bah non, pas un jour. En année. Non, 12 mois. Ouais. Pour moi, le jour moins 12 déjà mois. Parti, le jour moins 12 Le jour moins 12, pardon. Je pense qu'on a tous on a tous des situations très différentes. Certains vont faire un break dans leur vie. Ok, c'est clair. Sont des gens en général qui n'ont pas d'enfants et qui ont un profil et qui ont entre 25 et 35 ans et qui ont décidé de faire un break dans leur vie parce que c'est le moment et ils n'ont pas envie de louper ce moment-là. Donc c'est Nicolas, c'est peut-être mon fils Tanguy qui a fait de bonnes études et qui pourra faire un break. D'autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont pris dans leurs affaires et qu'ils ont des jeunes enfants. Donc ceux-là, ça c'est le gros avantage de la course en 4 étapes. C'est que ceux-là, ils peuvent faire une étape, voire 2 étapes, en gérant leur profession au niveau de leur employeur ou leur propre business. Et souvent aidés parce que les familles ne peuvent être que, associées à ce projet-là. C'est un projet qui est tellement important et assez complexe. Donc, forcément, il faut que la famille soit vraiment partie intégrante. Et là, nous, on va essayer de faciliter ça pour que les escales soient culturellement festives. Ouais, bah oui. Il faut du plaisir. Il faut du plaisir. Ok. Gérer ces absences, c'est une chose. Après, j'imagine qu'il y a quand même peut-être une part de peur, une part de doute. Comment ça se prépare, ça aussi? Ça se prépare psychologiquement? C'est des choses auxquelles vous pensez ou on met ça un peu de côté? L'aspect, il y a quelqu'un qui a déjà fait. Non, mais c'est très très différent dans un équipage parce que ça s'apparente un petit peu au ski. Quand on a fait du ski toute sa vie, monter très très haut, descendre très très vite, c'est pas un problème. Quand on a navigué toute sa vie, même dans ces coins où il fait pas beau, on est habitué quand même. Il y a des moments difficiles, mais on ne se pose pas trop la question. Alors, moi, je sais que nous, parmi l'équipage de Neptune, en 77, il y avait un petit noyau de gens qui avaient beaucoup navigué. Il y en avait qui arrivaient. Et donc, ceux-là ont peut-être eu un peu plus de difficultés. Alors, ils avaient un peu tendance à se reposer sur ceux qui avaient l'expérience. Et donc, il s'abritait le long de celui qui avait un peu plus d'expérience. Pareil, il faut s'entendre, il ne faut pas s'engueuler. Mais il y a une chose que même ceux qui ont navigué toute leur vie vont chercher. Et ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus avec qui. On arrive quelquefois à des systèmes météo de très gros temps où c'est déjà pas bien du tout. Et on se dit, si ça continue comme ça, on ne gérera pas, quoi. Et moi, une seule fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de ressentir ça et de me dire, si ça continue à forcir, je ne sais pas ce qui va se passer.
Et ça, c'est les moments qu'on vit, qu'on maîtrise très bien, mais intellectuellement, c'est d'ailleurs c'est ce qu'on va chercher, on l'a déjà dit. Ouais, l'adrénaline. Mais c'est de l'adrénaline, c'est une espèce de nature sauvage qui vous dit vous pouvez passer, mais c'est pas évident que ça continue longtemps. Et si on veut, on va vous arrêter. C'est ça, non maîtrisable. Tan, toi, c'est... Moi, je suis un peu plus terre à terre. Je pense que meilleur sera notre niveau de préparation maintenant, meilleur on sera et sur le plan de la performance et sur le plan de la sécurité. Donc je pense qu'il faut bien gérer tout le problème d'avoir des bonnes connaissances sur la météo, la navigation. Donc ça, il faut valider ces connaissances-là. Après, il faut naviguer. Parce qu'il faut être dans le réflexe, faut pas être donc il faut qu'on navigue tous, ensemble ou séparément. Et la dernière chose, il faut qu'on soit en bonne santé, ça c'est mon job. Je pense qu'il faut qu'on ait une bonne préparation physique et je dirais physiologique entre guillemets, c'est-à-dire que le check médical soit bien de façon à ce que soit bien fait de façon à ce que on soit tous en bon état, quoi. Ouais, là il y a pas de hasard. Tout est bien. Après, je pense que si on veut bien s'entendre, il faut que les règles du bord soient bien établies, soient assez strictes. Ça paraît idiot, mais qu'on vive dans des équilibres comme un pensionnat où les repas sont à la bonne heure, où tout est à peu près cadré, parce que 10 personnes, c'est 10 personnes différentes, donc en fait, il faut une règle. Il faut une règle et puis il faut se parler. Et il faut se parler. Peut-être dénouer très vite. Par contre, c'est pas très féminin quand même. Si. Ah, je sais pas, moi j'ai cru voir que 3 nanas. Non, je me suis trompée. Ça fait une nana par étape. Ah purée, non, il y en a 4 étapes. Oui, alors bon. Non, normalement les règles de course sont les suivantes. Il faut un jeune en moins de 21 ans. Okay. Il faut une femme et il faut le reste de l'équipage. Donc ouais, dis donc. Non, une femme minimum. Ok. Bon. En l'occurrence, pour le moment, on a à peu près une jeune ou une femme par étape. Et on a un jeune. Mais le recrutement de femmes, par exemple, n'est pas si facile que ça. Ouais. Je viens d'avoir 2 candidatures. Jusqu'à présent, et puis bon, les femmes, là aussi, elles ont des impératifs professionnels, elles ont aussi des impératifs d'enfants. Et familiale. Donc en fait, trouver une jeune femme ou une femme qui est disponible pour 8 mois dans sa vie, c'est exactement le même problème que pour les hommes, sauf qu'il y a quand même la maternité qui intervient et c'est pas forcément facile. Appel aux femmes. Appel aux femmes. Et aux jeunes femmes pour le pourcentage. Sans enfants. Et sans enfants. Non, je rigole, mais j'ai vu ça quand même parce que peut-être parce que ça me touche un peu, mais oui, c'est finalement pas si facile ça vient que pas comme ça à vous. Ok. C'est quoi la qualité d'un bon équipier? La qualité première. L'écoute. L'écoute? Ah, c'est intéressant, Bertrand. Oui. Et toi, Daniel, ça serait quoi? Dans le micro, ça sera mieux. Il est évident qu'il faut un minimum de technique, hein, c'est évident, mais il faut être bien élevé. C'est idiot, mais moi j'ai eu la chance, dans mon car, j'avais Dédé Béranger, il était un pêcheur de Sanary, et tous les matins il arrivait à son car, il disait bonjour messieurs, et ça change tout, quoi. Ça dégonfle tout. Voilà, on se disait se parler, et la politesse, le respect. Et toi, Tan? Un bon caractère, je pense. Un bon caractère. Oui, et du caractère. Ouais. Du caractère et un bon caractère. C'est-à-dire quelqu'un qui aime En fait, il faut quelqu'un qui aime les autres, qui soit empathique avec ses compagnons, ce qui n'est pas toujours simple. L'empathie, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Vous allez partir à tester votre bateau à partir de quand? On va essayer de mettre à l'eau pour la fin mars. D'accord. Et on va... Il laissera 6 mois quasiment. Oui, voilà, ça nous laissera 6 mois et on va faire des entraînements et des validations, des qualifications, puisqu'il y a une qualification de 1500 000 par personne. D'accord. Par équipier. Donc on va essayer de monter un programme sur avril, mai, juin, juillet, avec plusieurs combinaisons d'équipage pour que les gens aient l'habitude d'être ensemble.
et sur des programmes offshore, c'est-à-dire minimum 1200, 1500 000 aller plus retour. Okay. Ce qui fait que les gens passent en moyenne entre 7 et 10 jours en mer, ce qui est quand même valide beaucoup de choses et qui leur permet aussi de se poser les bonnes questions. C'est ça, et de se projeter sur, du coup, si je triple si je triple ce temps, comment je suis. Tout à fait. Et dans des mers pas trop faciles. Oui, non, mais de toute façon, il faut mettre toutes les chances de votre côté. En fait, il ne faut pas y aller. Donc ce sera Atlantique Nord, Açores, Islande ou des programmes comme ça qui sont des programmes assez difficiles. Assez touchy. Concrètement, Tan, tu passes combien de pourcentage de temps sur ce projet là aujourd'hui? J'y passe pratiquement la moitié de mes journées. Ouais, c'est ça. Et c'est que le début. C'est que le début. Non, mais mais moi, je vais arrêter de travailler. Je vais me mettre à mi-temps. J'ai prévu justement. Voilà, en fait, c'est dans ta... Je me mettrai à mi-temps à partir de mars. Ok. Puisque je naviguerai pratiquement 15 jours par mois. D'accord. Et je me mets en disponibilité définitive à partir de septembre. Et je reprendrai peut-être mon métier de manière épisodique. Mais je vais passer mes qualifications de skipper professionnel anglais, tout ça. Okay. Et peut-être qu'en définitive, je ferai du bateau dans la suite, mais après l'OGR. Ça signe un cycle et un tournant, en fait. Voilà. Ok. Votre objectif, c'est donc de gagner avec Parkinson. Avec Parkinson. Exactement. Pour Parkinson, avec Parkinson. C'est ça. De vivre une aventure de fou humainement. Oui. Franchement, Daniel, t'es obligé de monter sur le bateau. T'es obligé d'aller faire une étape. Tu peux pas. Non, mais il faut moi, tout a une fin. Mais moi, je me prolonge énormément avec cette histoire. Ça me suffit pas, mais il faut savoir que passé un certain âge, il y a des choses qu'on peut plus faire. C'est tout simple. Hein. Et là, quand Anne disait, un bon équipier, c'est quoi? Tu disais, c'était quelqu'un qui est empathique. Qui est empathique. Et moi, je me souviens, par exemple, c'était tout le temps les mêmes qui étaient en retard à leur quart. Ouais. À l'époque, en 77, il fallait harnacher. On mettait un quart d'heure minimum. Au moment où on commençait à sortir de son duvet, on était opérationnel. C'était tout le temps les mêmes qui étaient à la remorque, en retard. Et un bon équipé, c'est celui qui est à l'heure. Quoi. Enfin, ça n'a rien à voir avec la question que vous m'avez posée. Mais c'est que vous êtes prêt à monter. Mais puis, moi, je vais vivre leur aventure de l'île aux Moines. Ça va être merveilleux. Hein. Non, tu seras aux escales, de toute façon. C'est ça, à minima. Minimum. Bon, ça fait plus d'1 heure qu'on échange ensemble. On pourra en parler pendant des heures. On va être obligé d'en faire un autre. Avant le départ, il va falloir signer ça. Volontiers. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a vraiment des enjeux formidables. C'est une aventure incroyable. Il y a un plan d'action à dérouler, mais effectivement, c'est comme une entreprise, on y va à fond. Parler de la maladie, c'est une excellente idée parce que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les choses. La vivre ensemble, ça, c'est incroyable. Moi, j'ai hâte de rencontrer tout l'équipage, toutes les nanas qui vont être là. Je vous remercie vraiment beaucoup, Tan. On a eu du mal à se croiser, mais ça valait vraiment le coup. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour parler de ça. Je vais mettre tous les liens. Et puis bien sûr là il faut se remonter les manches pour boucler les budgets parce que jusqu'au bout il y en a besoin. Je vous souhaite une aventure formidable et puis à très bientôt. À bientôt. Qui ose gagnera. Qui ose gagnera, exactement. Merci à vous trois. Que dire de plus? Sincèrement, un énorme merci et on va vous suivre les gars, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Il y a encore une longue route de travail à réaliser, que ce soit sur forcément ce sujet financier de mécénat, mais également retaper ce bateau, s'entraîner, faut pas déconner, hein, il faut être prêt. Je vous souhaite une longue route et belle route dans ce projet. Merci à vous tous et puis on va se quitter avec... une petite envie perso, Frank Ocean, Evie, bye bye, ciao. If you could see my thoughts, you would see your faces, safe in my rental, like an army truck back then. We didn't give a fuck back then. I ain't a kid no more. We'll never be those kids again. We tried to six, had the X6 back then. No matter what I did, my waves wouldn't dip back then. Everything sucked back then. We were
start of nothing. I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hate you now. It's quite alright to hate me now. But we both know that deep down, the feeling still deep down is good. In the halls of your hotel, arm around my shoulder so I can tell how much I meant to you, meant to sit back then. We had time to kill back then. You ain't a kid no more. We'll never be those kids again. It's not the same. Everything's cool. Don't you remember? Broke your heart last week. You'll probably feel better by the weekend. Still remember, had you going crazy, screaming my name. The feeling deep down is good. I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing, had no chance to prepare, couldn't see you coming. And we started from nothing, ooh, I couldn't you now. It's alright to hate me now. We both know that deep down, the feeling still deep down is good. All the things I didn't mean to say, I didn't mean to do. There were things you didn't need to say. Did you mean to? Need to? I